le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a une très bonne raconteuse de bonnes histoires en la personne de Christine Bérou. Christine, bonjour. Bonjour. Tout se passe bien, désolé de t'avoir fait lever un petit peu tôt. C'est pas toi qui m'as fait lever tout, enfin c'est pas vous, c'était les matins. Moi oui, je là, vous êtes dans la toi, continuité. tu fais télé matin. Et on est accompagné cette semaine de Joanie. Joanie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Joe. Alors on va commencer tout de suite cet entretien avec une petite anecdote. Joe, vas-y, je te laisse commencer à en parler, s'il te plaît. Oui, donc selon ma petite enquête, tu aurais collé un emballage de carambar sur un cahier c'est vrai. et écrit la suite de la blague. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et quel âge t'avais? J'avais 7 ans, je pense. Ouais, 7 ans. Je l'ai fait qu'une fois. C'est marrant, hein? Un cerveau un peu prédisposé pour l'humour? Bah, je sais pas si on parlait de prédisposition, mais en tout cas, ça m'intéressait. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, comme si c'était ma vocation qui commençait à toquer timidement à la porte en disant, elle a vu le résultat, ma vocation a vu ce que j'ai écrit après la blague, elle a dit non, c'est nul, on va attendre quelques années. Voilà, mais c'est marrant, ouais. Un bon petit J'ai bien souvenir. renseigné. Bravo. Un bon petit souvenir sympa. Juste en préambule, comment on pourrait te présenter aux auditeurs, aux auditrices? Je suis Maurice, comédienne, auteur, voilà. Maurice, comédienne, auteur. Habituée du Paname. D'ailleurs, ça me fait bizarre d'enregistrer sur la scène, là. C'est Oui. trop bizarre. Est-ce que là, t'es sur la scène face au public? Oui, parce qu'ici, c'est un endroit où on a une énergie très particulière, qui n'est pas du tout l'énergie du podcast. Donc là, je suis dans une espèce de dissonance énergétique. Il va me falloir quelques minutes, vous inquiétez pas. Oui. Tout va bien. Mais c'est de la bonne énergie, c'est-à-dire tu sens des bonnes vibrations là où... Ici, Ah ouais, bien sûr, le Paname, toujours, c'est Ouais. la maison. Hein. Ouais, c'est pas vous, je Des vais gros dire ça, hein. souvenirs. Ici au Paname, Ouais. ah oui, exceptionnel. Ah ouais, c'est toujours beaucoup, même évidemment des bonnes scènes et puis des bides, mais des bides dans la bienveillance. Et ça, on peut pas dire ça de tous les théâtres et de toutes les salles de stand-up, mine de rien. C'est vraiment, tu prends un bide et t'as Kader Aoun qui t'attend à la sortie pour te taper dans le dos en disant ah, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Et ça, c'est bien. Alors, donc, scène de peuse, aussi autrice, parce que t'as sorti un livre, parce qu'en ce moment, tu fourmis de projets. Donc, ta dernière actualité, c'est ton livre Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi, aux éditions First, sur lequel on va revenir plus tard. Il y a aussi tes chroniques dans l'émission Les Piquantes, sur Ouais. Paris Première. Teva. 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 Donc, sur Teva. Et t'es aussi, là, comme on en parlait au tout début de l'émission, tes chroniques sur Télématin, France 2. Ouais, Depuis la j'ai rentrée, beau être une matinale, émission j'ai mythique. mal. Ouais, Alors, Youpi Matin. raconte-nous. Bah oui, je suis sur Télématin, dans la formule revisitée. Ils ont décidé pour la première fois dans l'histoire de Télématin, en 37 ans, de mettre 2 humoristes, c'est-à-dire moi et Alex Vizorek. Donc c'est quand même une sacrée responsabilité, c'est une création de poste. Donc il a fallu chercher un ton, Vraiment, on a tout essayé, prompteur par prompteur, assis, debout, Ça y est, on est en janvier, le truc est lancé. Je me lève à 4h30 du matin, 2 fois par semaine, pour faire rire la France. J'ai l'impression d'être l'Américorée. Enfin, voilà, non, c'est super, c'est génial. C'est une aventure atypique et très enrichissante. D'accord, on va venir plus en détail plus tard, mais on va commencer, si tu le permets, par ta biographie. D'accord, oula. Alors, Oui. selon ta Né fiche à Wikipédia, Quimper. ouais, selon ta fiche Wikipédia, déjà, Alors. que tous nos invités n'ont pas une fiche Wikipédia, et toi, tu fais partie des personnes qui ont une fiche Wikipédia, Oui, j'en profite pour remercier la personne qui l'a faite. donc c'est pas toi. Tu Non. sais qui c'est tout Alors, je sais que quand j'étais au Jamel Comedy Club, l'équipe de com avait fait une petite fiche de base avec juste le Jamel Oui. Comedy Club. Et après, je vois que les éléments se rajoutent tout seuls. Et je me dis, waouh, si toute ma vie pouvait se gérer comme ça, ce serait génial. C'est vrai que c'est mystérieux, on se demande à chaque fois qui Ouais, remplit les fiches Wikipédia. oui, ça va très vite. Hein. Et tu Ouais. confirmes les infos qui sont dedans, il n'y a pas Et je vérifie d'erreur. de temps en temps. Si c'est marqué que je suis végane, je suis végétarienne, mais. Ah, donc tu manges des œufs. Ouais, donc c'est bon. Du coup, les gens qui lisent ma fiche Wikipédia, ils doivent se dire ah, elle a l'air d'être un peu chiante, mais c'est pas. Mais moi, je respecte énormément les véganes. Je l'ai été pendant 2 ans, c'est très difficile, et donc je suis fière que ce soit marqué dans ma fiche Wikipédia. Et depuis quand t'es végétarienne? T'as commencé quand Là, j'ai fêté mes 10 ans sans viande. Là, bah non, je vais les fêter en février. Là, mes 10 ans sans viande. Voilà. 10 ans. Mais en fait, tout va bien. Je suis pas Tant du mieux. tout carencée. Cool. Et là, elle tombe dans les pommes. Non, pas du tout. Tout va bien. Mais donc t'es née à Quimper, est-ce que t'es fière d'être bretonne? Fière, bah, c'est un coup de bol, hein, mais oui, le résultat, c'est que oui, je suis contente. Oui, c'est une belle culture, j'aime bien. Ouais. T'as grandi là-bas? J'ai grandi au Conquet. C'est là où on prend le bateau pour aller à Ouessant. Donc c'est vraiment très joli, très paisible, très calme. Ça n'a rien à voir avec Paris. Et j'y retourne encore avec plaisir, ouais. Jusqu'à quel âge t'as... Jusqu'à mes 12 ans. Après, j'ai déménagé avec ma maman en Loire-Atlantique et après, je suis retournée en Bretagne. Ouais, j'ai beaucoup baroudé. Et puis après, Paris. Donc t'as fait la West Coast Oui, je suis complètement à l'ouest, comme beaucoup d'entre nous. Mais voilà.
Et donc savoir, déjà, est-ce que tu as des premiers souvenirs par rapport à l'humour Alors, il y a des eu romans attaquants le carambar. C'est vrai que ce souvenir, il me marque parce que je me dis, mais c'est sorti d'où ça? C'est comme si la vie voulait te faire un petit clin d'œil. Si plus tard, tu sais pas quoi faire, rappelle-toi qu'un jour, t'as collé une blague carambar et t'as voulu savoir la suite. Non, surtout, j'ai fait plusieurs collèges. Les 2 premiers collèges, ça se passait très très mal. J'ai subi ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et en fait, le 3e collège que j'ai fait, le collège Saint-Michel à Plouzané, c'était génial. C'était fabuleux. J'ai des petites classes, des gens super fabuleux. Et là, j'ai commencé à être marrante. Parce que j'étais épanouie et heureuse en fait. Et puis je faisais des belles rédactions et la prof de français elle me disait tu sais t'écris bien. Et puis un jour elle me dit écoute tu fais des blagues, t'écris et si tu nous écrivais un spectacle pour la fête de l'école. Et j'ai écrit une parodie du Titanic. C'était le film qui venait de sortir à l'époque. Et en fait on l'a monté avec toute ma classe et tout ça et c'était fou. C'était la première fois que des blagues à moi étaient jouées sur scène. Enfin, c'était dingue et je remercierai jamais assez ma prof de français Madame Bernico. Qui nous a quittés depuis. Mais là où elle est, je voudrais vraiment lui dire merci parce qu'elle m'a fait comprendre que je pouvais le faire, que c'était possible et que c'était peut-être la chose pour laquelle j'étais faite. Et comment ça se fait qu'elle a qu'elle est repéré morte, ton elle talent? était très vieille. Et ben, elle voyait que j'avais une personnalité un peu atypique. C'est-à-dire que je pense que d'avoir été brimée dans 2 collèges où vraiment mangeais toute seule à la cantine et tout d'un coup d'être dans un environnement bienveillant avec des vrais amis et des professeurs bienveillants, etc. Ça m'a mis dans un climat d'amour qui a fait que tout d'un coup j'ai commencé à m'émanciper et à avoir un caractère un petit peu plus fantaisiste et puis j'ai commencé à être heureuse tout simplement en milieu scolaire et oui c'est parti de là et toutes les années où j'avais été brimée et là ça a explosé et je suis partie dans tous les sens. Voilà. T'avais quel âge pour ce premier spectacle? 15 ans. Ouais, 15 ans. C'est fou. Et donc, le spectacle, t'as écrit le scénario? Ouais, j'ai écrit, j'ai donné les rôles. Non, j'ai pas joué dedans, j'ai donné tous les rôles à mes camarades. Et qui faisait DiCaprio? C'était Julien Cam. t'avais pas le joué dedans? 3e. T'avais C'était pas joué un dedans? petit garçon tout mignon qui était un petit blond. Je sais pas ce qu'il devient, mais il était vraiment mimi. Et je me rappelle très bien. Bah, ça tombe bien parce qu'il a une question pour toi. Si vous arrivez à retrouver Julien Cam. T'avais pas pris de rôle dans la pièce? Non, parce que je voulais faire la mise en scène, voir les choses de l'extérieur. Et puis je jouais dans un autre truc que quelqu'un d'autre avait écrit. C'était un peu ça. Le Donc but. tu faisais déjà des choses par rapport à ça avant? Oui, c'était déjà, vraiment. tu faisais des cours avant? J'avais été accompagnée. Le pire, c'est le souvenir le plus fou que j'ai eu, c'est quand on a eu fini de monter la pièce et que le directeur, Monsieur Moisan, devait venir voir dans la classe pour valider ou pas si on allait le faire. Et ça, vraiment, c'est la première fois qu'un regard extérieur, en plus, vraiment patriarcal. C'était le CSA, quoi. Et il arrive, il vient voir le truc, il fait OK, vous pouvez le faire pour la fête de l'école. Waouh, en plus, c'est école catholique et tout ça. Ouais, c'était fou, c'était une aventure dingue. Et mon père est pas venu parce que c'était la Coupe du Monde de football. Non, Oh là là. 98. Ouais. Ah ouais. Ah oui, c'était en plein été, donc c'était. Ouais. Et là, d'accord. c'était dur. Et de- Mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. De quel milieu tu viens, justement? Tu disais que tu as été en école catholique aussi. Ouais, je viens d'un milieu toute ma famille est catholique, moi pas. Bon, je m'appelle Christine. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, mon père est chercheur. Voilà, je viens de ce milieu-là. Je pense que chercheur catholique, je pense qu'on dépeint déjà quelque C'est-à-dire, chose. c'était la messe tous les dimanches? Non, on m'obligeait pas, mais oui, il y avait des membres de ma famille qui allaient à la messe tous les jours. Je suis baptisée. D'accord. Ouais, que tu fais communiée, confirmation. La totale. Ouais. Mais des gens dans ta famille qui viennent de l'artistique, parce que des fois, souvent, on s'aperçoit que des fois, ça peut être. Il y a des gens qui auraient voulu aller de l'artistique. Oui, il y a mon oncle qui était artiste peintre et ça s'est pas très bien terminé. Parce que bon, on n'était pas dans une famille où c'était très. Enfin voilà. Mais voilà, mais c'est drôle de voir que ma mère est très marrante et ma grand-mère était très marrante. Donc je pense qu'il y avait quelque chose là qui s'est transmis un petit peu. Voilà. L'amour de la vanne vient de là. Ouais, je pense. Grand-mère un peu bigoudaine, comme on dit. Avec, Mais c'était une bigoudaine, ouais. ouais. Et mon arrière-grand-mère portait la coiffe, puisque tu poses la Elle question. Je suis parlait. ravie de le placer. breton. Elle parlait pas français, mon arrière-grand-mère, elle parlait breton. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, du coup, je peux pas savoir si elle était marrante ou pas, parce que c'était vraiment. Ouais, c'était pas ma langue. Mais oui, je pense qu'il y a de la fantaisie, oui. Il y avait. Ma mère, c'est vraiment. Enfin, ma mère, c'est un mélange entre Chantal Latsou et Ariel Dombal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la folie douce. Elle m'appelle quand elle a des jeux de mots. Ah Tu ouais. peux la mettre dans ta chronique. Ok, maman, je vois ce que je peux faire. Dernier jeu de mots de ma mère. Le travail, c'est simple, il suffit de 6 mètres. Mais 6 mètres, c'est grand quand même. Voilà. Tu peux mettre dans ta chronique pour Télématin. D'accord, maman. Après, je passerai à la compta, je pense. Est-ce que tu l'as déjà fait? Franchement, c'est arrivé que je place Giovanna à elle, ouais, parce que elle est marrante, ouais, vraiment. Ironique, sarcastique un peu, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Humour breton, c'est-à-dire beaucoup d'humour sur soi.
Ouais. Voilà, et puis beaucoup de jeux de mots. Et du chambrage un peu, c'est un peu... Les Bretons sont très cyniques et se moquent beaucoup d'eux-mêmes, peut-être un peu trop. Oui. On aime bien se plaindre en Bretagne. Mais à l'époque, tu te voyais bosser dans l'artistique En fait, oui, ça m'habitait complètement. Et le problème, c'est que je venais vraiment d'un milieu où c'était pas acceptable. Donc c'était dur, c'était vraiment très dur. Parce qu'en fait, moi, après le lycée, je disais, après mon bac, je serais comédienne. Et à chaque fois que je disais ça, je me prenais les foudres de mon père, c'était dur. Et du coup, j'ai fait une fac d'histoire de l'art, mais c'était vraiment parce que j'avais fait de l'histoire de l'art au lycée, je trouvais ça intéressant. Mais je savais très bien que j'allais pas devenir archéologue ou quoi. Enfin, c'était sûr. J'ai fait 2 ans, j'ai un DUG. Et après, vraiment, j'ai fait une école d'audiovisuel pour faire plaisir à mon père. L'ESRA, lui, il partait du principe que quand on paye 7 000 € une école, c'est forcément une école bien. Et en fait, j'ai fait l'ESRA et c'est cool parce que je sais monter, j'ai appris à écrire des scénarios, ça m'a fait aussi une culture cinématographique puisque j'avais des cours d'histoire du cinéma, mais au final, moi, je voulais faire le cours Florent, en fait. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme d'ESRA, j'ai été journaliste pendant quelques temps et puis j'étais malheureuse comme les pierres. C'était horrible. Et un jour, j'étais journaliste en Vendée. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un concours de jeunes talents. Il y avait le festival Juste pour Rire qui venait de s'installer à Nantes. D'accord. Et c'était en mars 2007. Et en fait, je me suis inscrite au concours de jeunes talents et j'ai gagné. Et là, j'ai fait what? Oh mon Dieu! Et c'est pas que c'était simple de gagner, c'était horrible. J'avais les genoux qui tremblaient, c'était ma toute première scène et tout. Mais j'ai vu que ça avait été relativement simple pour moi d'écrire des blagues et de gagner en fait. Et je m'étais dit, oh, ça a l'air que c'est pas ridicule en fait. Ça a l'air que c'est pas aberrant que je fasse ça apparemment. Donc voilà. Et 2 mois après, j'ai démissionné. Tu te souviens de ce que tu avais fait comme sketch? Oui, j'avais un personnage, c'était l'humour de personnage qui s'appelait Cindy et qui voulait réussir dans le spectacle. Et elle faisait plein de concours, elle ratait tout le temps, mais elle était humble et elle se disait que parfois, il faut réussir à accepter l'incompétence d'un juge. Voilà, elle disait ça. Et avec le recul, mais je me cachais complètement derrière ce personnage. Mais elle a eu son petit succès. Je sais plus comment Cindy, je sais plus comment Cindy, je sais plus comment. Et elle était là, oui, j'aime bien les grands artistes, je suis très fan de Michal, de la Starac, et tout. Mais à l'époque, là vous riez pas, mais à l'époque, ça marchait. C'était l'époque du one-man show. Oui, c'est ça, on sortait. Oui, c'était vraiment. On venait de découvrir Florence Foresti, quoi. C'était vraiment Florence Foresti qui faisait ce genre de personnage chez Ruki à l'époque, et du coup, on faisait ça, parce que voilà. Et le stand-up était embryonnaire en France. Ça arrivait, mais en fait, parce que du coup, après, moi, j'ai tout enchaîné. Après, j'ai fait tous les festivals d'humour de France et de Navarre. Et en fait, les gens qui faisaient du stand-up, c'était un peu mal vu. C'était genre, ouais, t'as vu, il se prend pour le Jamel, machin. Mais parce qu'en fait, les gens, je pense qu'ils étaient un peu envieux de vouloir faire ça. Ils avaient peur de sortir dans leur zone de confort, du personnage, du truc, du machin. Et au final, en fait, j'ai commencé à faire du stand-up sans même le savoir, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça a l'air tellement plus simple de parler au public de ma vraie vie. Faisons ça plutôt. Voilà. Oui, justement, donc tu as enchaîné tous ces festivals. Ensuite, tu as eu l'idée de monter à Paris, c'est ça? En fait, oui. En fait, alors, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Gérard Sibel, que les gens du milieu connaissent. Et en fait, il m'a vu à Anvers, un concours d'humour à Anvers. Il m'a dit, c'est extraordinaire, c'est super, tu vas venir à Paris et tout. Donc moi, j'ai commencé à prendre mes dispositions pour venir à Paris. Et après, il m'a vu sur un autre festival où je m'étais plantée. Et il est venu me voir après, il m'a dit, tu n'es pas du tout faite pour ce métier. Et c'était d'une violence. En plus, il m'a dit ça devant des gens qui écoutaient. Oh là là. Et il m'a dit, t'es pas du tout faite pour ce métier, il faut arrêter et tout. Sauf que moi, ça y est, j'étais partie. Mais en fait, je venais de prendre mon premier bide, en fait. Et avec le recul, et d'ailleurs, je lui dirais si je le recroise, c'est qu'en fait, on dit pas ça à quelqu'un qui prend son premier bide, en fait. Quelqu'un qui prend son premier bide, on dit, bah, welcome, en fait, c'est normal. Et il va y en avoir beaucoup d'autres, en fait. Donc, bonjour, bienvenue. Et ce soir-là, je me rappellerai toujours, je dormais chez une copine qui avait pas de matelas, donc je dormais par terre, dans un courant d'air. Et c'était un des moments les plus glauques et à la fois un des moments les plus motivants de ma carrière. Parce que ce soir-là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui montrer, en fait, tu vas voir si je peux être pour ce métier, tiens. Et voilà. Ça t'a donné la niaque. Ouais, à mort. Je voulais revenir au moment où tu fais des festivals. À ce moment-là, tu te dis, je deviens humoriste professionnel? Bah, le truc, c'est que j'avais plus le choix. Moi, j'ai démissionné d'un CDI de journaliste. Et en fait, tout le monde me disait, waouh, c'est trop courageux et tout. Non, en fait, ça aurait été courageux de rester. Parce qu'il arrive un moment, j'avais tellement... en fait, je ne pouvais faire que ça. Tout le reste me rendait malheureuse. Et j'ai fait des petits boulots après, mais en fait, les petits boulots, c'était OK parce que je savais que je faisais ça pour faire de l'humour, en fait. Je me voyais vraiment pas faire autre chose. Enfin, il n'y avait pas d'autre solution possible. C'était ça ou je meurs, en fait. Donc, voilà. À ce point-là? Ah ouais, j'étais habitée. J'avais pas d'autres projets en tête. Parce que voilà. Le métier de journalisme, bon, il a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Pour toi, c'était une prison?
Ah oui, parce que c'est écrire des trucs objectifs. Donc déjà, tu donnes pas ton avis, tu fais pas de blagues. C'était avoir un patron, c'était avoir des horaires, c'était avoir des comptes à rendre. Moi, je suis tellement plus heureuse quand j'écris des blagues, quand je suis sur scène. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est comme... moi, je compare toujours ça aux arbres fruitiers. T'es un pommier, tu sais que tu vas faire des pommes, mais que t'as pas du tout envie de faire des citrons, en fait. Et il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas sérieux, fais des citrons, fais des oranges. » Bah non, toi, t'as envie de faire des pommes, t'es un pommier, t'es fait pour ça. Donc, voilà. Pendant les réunions de rédaction, t'étais un petit peu ironique, déjà, tu étais un peu en retrait, tu vannais un petit peu. Bah déjà, j'étais pas très bien dans ma peau parce que je sentais que j'étais pas à ma place. J'avais un syndrome d'imposture immense, quoi que je fasse. Mais ouais, je sentais que j'avais une fantaisie. Les autres le ressentaient plus que moi. C'est-à-dire que souvent, quand les gens parlaient de moi, ils disaient ah, de toute façon, Christine, elle est folle. Oh, Christine, elle va encore nous faire ci, faire ça. Moi, je me rendais même pas compte que j'avais ce grain de folie en fait, parce que je l'assumais pas du tout. Et... Une artiste en fait. Je sais pas, c'est un bien grand mot, mais c'est marrant parce que j'ai recroisé plusieurs fois des gens qui m'ont connue à l'époque et qui m'ont dit ah, toi on savait de toute façon que ça allait partir quelque part, tout ça, et moi je savais pas en fait. Ouais. Il aurait fallu me le dire en fait, parce que moi je savais pas. Et tu glissais des jeux de mots, des petites blagues dans les articles J'avais envie, ça m'appelait. De manière subtile. Ouais, ça m'appelait. Je sentais que j'avais mon cerveau qui on a qu'à mettre ça. Et puis surtout j'avais des idées. Je pensais déjà en chronique, je pensais déjà en multidimensionnel. C'est-à-dire je me disais là on pourrait changer de caractère, là on pourrait mettre une photo, là on pourrait faire ci, là on pourrait faire ça. Je voyais en fait comment transformer un simple article de presse en truc de divertissement festif. C'est-à-dire que je sentais que j'avais un côté un peu, on peut faire plus intense que ça. Tu écrivais sur quoi en fait Alors moi je m'occupais des pages politiques. Et c'est drôle parce qu'il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire. Et c'est vrai que maintenant je fais la chronique politique sur Teva et je suis comme un poisson dans l'eau parce qu'en fait en vrai j'adore ça. Et à l'époque je faisais les pages politiques pendant les présidentielles et les législatives. C'est-à-dire que j'ai interviewé Christine Boutin, Arnaud Montebourg, enfin vraiment... Et c'est marrant parce que maintenant je les revois sur les plateaux et je fais des blagues. Ils se souviennent de toi ? Non, pas du tout. Ouais. Mais voilà. Finalement, tu décides de monter à Paris. Oui. Pour te lancer ta carrière artistique à fond. Et alors, si je dis pas de bêtises, tu commences au Pronzo, c'est ça ? Au Chinchman, au début. Au Chinchman, d'accord. Parce qu'à l'époque, c'était Pronzo au Chinchman. Ouais, il y avait très peu de trucs. Sur Paris, si tu voulais débuter. Ouais, il y avait très peu de trucs. En fait, j'avais rencontré Nadia Rose dans une audition. Et en fait, elle m'avait dit mais si tu veux, il y a le Chinchman. Et en fait, c'était le seul truc. Donc, je suis allée au Chinchman. Et puis, et je me rappelle, mais j'étais tellement bécassine, quoi. Bécassine qui descend de sa Bretagne, tout. J'arrive, je demande où sont les loges. Et tout le monde me rayonnait. En fait, il n'y a pas de loge. En fait, c'est une estrade. Tu vois, je suis sur une estrade. En fait, et moi, c'était Françoise Deldy qui s'occupait de ça. Et on m'a dit, c'est elle qui décide. Alors, j'ai commencé à lui cirer les pompes comme pas permis parce que j'avais envie de revenir tout le temps. Et en fait, on m'a dit, te fatigue pas, elle accepte tout le monde. Donc, mais à l'époque, elle avait une liste d'attente incroyable parce que tout le monde voulait faire ça et avec ça. Et puis là-bas, j'ai rencontré Kian Kojandi qui m'a dit mais viens au Pronzo. C'est quoi le Pronzo ? C'est le deuxième endroit où on peut faire du stand-up. Et puis oui, ça a été le Pronzo. Après, ouais. Tu connaissais le stand-up à cette époque-là ? Oui, parce que je connaissais le Jamel Comedy Club déjà. D'ailleurs, c'était drôle parce que le Pronzo, il était en face du Jamel Comedy Club. Et du coup, on rêvait tous d'aller là-bas, quoi. C'était assez fou. On rêvait tous de traverser la rue. C'était très cinématographique. On se serait cru dans une série. Genre, le Comedy Club dont on rêve d'aller, il est de l'autre côté de la rue, quoi. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, t'as fini par traverser la route. Et oui. Et je suis restée 4 ans. T'as fait 4 saisons Jamel Comedy Club, comme 4 saisons comme Vivaldi. 4 saisons, c'est joli, 4 saisons plus 4 ans de tournée. Je dis qu'il fallait pas la faire, celle-là. J'aime beaucoup. Non. Attends, je demande à une professionnelle de l'humour, est-ce que je peux la faire Non, surtout que j'ai eu un hiver, un printemps, un été. Ouais. Et excuse-nous, monsieur le censeur. Non, je voulais juste revenir un peu sur, avant d'aller sur le Jamel Comedy Club, sur ta formation, en fait. Est-ce que au moment où tu démissionnes, tu prends des cours de théâtre, tu parles là-dessus ? Oui, absolument. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Non, mais c'est fou comment des fois l'univers conspire à t'aider. Et en fait, j'étais quand même en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Vous voyez où c'est La Roche-sur-Yon ? Oui. C'est vraiment le fin fond du fin fond. Et là-dessus, il y a une école une école catholique, qui s'appelle je sais plus quoi, qui décide de faire un partenariat avec Jean-Laurent Cochet. Vous voyez qui c'est Jean-Laurent Cochet ? Le prof de Francis Huster, le prof de Gérard Depardieu, un vieux monsieur. Et donc en fait, je reçois le dossier de presse puisque je suis journaliste. Donc je reçois le truc et là-dessus j'envoie un mail et je dis est-ce que je peux m'inscrire ? Je suis pas étudiante et tout ça. Et en fait ils me disent il faut voir avec Jean-Laurent Cochet. Donc j'ai écrit une lettre à Monsieur Cochet et il m'a répondu qu'il m'accueillait dans sa classe avec plaisir. Et du coup il y avait un échange avec les élèves parisiens, parmi lesquels Jean Sarkozy. Je sais pas si vous voyez, fils de Nicolas Sarkozy. Celui qui est devenu DJ. Celui qui est devenu, c'est l'autre. Et là-dessus, je me retrouve à faire une scène avec Jean Sarkozy,
à La Roche-sur-Yon. C'était même époque que les festivals d'humour et tout ça. Et la formation d'1 an avec Jean-Laurent Cochet, mais il m'a appris tout ce que je sais du jeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 2 heures par semaine avec le plus grand prof de théâtre de France, quoi. C'était à Paris ou c'était à La Roche-sur-Yon. Il prenait le train. Et il venait à chaque fois. Ouais, il venait avec sa troupe, ouais. Et c'était en 2007. J'ai eu une chance inouïe. J'ai eu le meilleur. Et toutes les fois où j'ai croisé Lucchini, Francis Huster, je leur ai dit, vous savez, on a le même prof de théâtre. Ils m'ont tous dit, t'as eu le meilleur. Je sais comment ça se fait que le meilleur est venu à moi, à La Roche-sur-Yon, quoi. C'est l'univers qui a conspiré en ta faveur. Non, mais c'est fou. Et ça se passe, concrètement, c'est quoi comme type de technique, de façon de travailler qui t'ont permis justement de progresser Alors, la technique de Jean-Laurent Cochet, c'est la note. C'est-à-dire qu'en fait, il commence par te demander d'apprendre par cœur une fable de La Fontaine. Ça, c'était sa méthode. Et après, il te demande de raconter les fables de La Fontaine avec tes mots à toi. Donc tu vas mettre tous les tics de langage, alors c'est une tortue, et un lapin, et un lièvre, et il décide de faire une course, et tout ça, et tu racontes ça avec des bas, des trucs, des machins. Et là, t'as la musicalité. Et il me dit, voilà, maintenant tu vas raconter la fable de La Fontaine, mais comme si tu étais en train de me l'inventer, mais avec les mots de La Fontaine. Et on travaille jusqu'à ce que tu racontes une fable de La Fontaine comme si tu étais en train de l'inventer. Et j'avoue, c'est très dur. Et à la fin, on attaque les grands répertoires, Phèdre et tout ça, machin, et juste ça a changé ma vie. C'est ce que fait Lucchini d'ailleurs, hein. Il le fait quand il fait La Fontaine, genre le parler banlieue comme il dit lui, où il dit des wesh wesh quand il raconte ça. Il est réputé pour être très dur, Jean-Laurent Cochet. Est-ce que ça a été ? Je pense qu'il était très dur. Oui, des fois, il piquait des colères parce qu'il aimait la rigueur, il aimait la discipline, mais il était aussi très dur parce qu'il avait conscience que c'était un personnage et qu'on attendait ça de lui. Mais il était aussi très seul. C'est-à-dire que des fois, tu sentais qu'il était en fin de carrière et qu'il avait peut-être pas forcément eu les hommages dont il aurait eu besoin, en fait, parce qu'il avait vraiment besoin d'être aimé. Et il est mort du Covid pendant le confinement et c'est terrible parce qu'il n'a pas eu d'enterrement, alors que je pense qu'il aurait adoré que tous ses élèves, Francis Huster, Lucchini et Gérard Depardieu, viennent lui rendre hommage et ça n'a pas été possible, c'est terrible. Alors c'est donc ça. Après, qu'est-ce qui se passe ensuite après ce stage avec Monsieur Laurent ? On revient sur la Jamel. 1 an de cours avec Jean-Laurent Cochet. Et après du coup je suis montée à Paris, donc j'avais gagné des concours. Gérard Sibel m'avait dit que j'étais nulle. j'avais donc Jean-Laurent Cochet et après donc j'ai rencontré ma petite troupe au Pranzo. Donc j'ai rencontré ceux qui sont devenus mes amis, Bérangère Krief, Nadia Rose, Anne-Sophie Girard. On a monté le Connasse Comedy Club. Et moi en parallèle, Kian Kojandi m'a eu mon premier boulot à France 4. Et en fait, dans un pôle auteur, parce qu'il cherchait des filles. Et en fait, j'étais pas du tout à niveau. J'étais avec les 2 meilleurs auteurs du monde, à savoir Kian Kojandi et Thomas Barbazan. Et en fait, c'était très dur pour moi. Et du coup, j'ai commencé à voir comment ils travaillaient et à prendre des notes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques d'écriture qui revenaient souvent. Et des ficelles humoristiques qui revenaient souvent. Et j'ai commencé à les répertorier. Et en parallèle, pour avoir mes heures, j'ai eu un poste de prof de stand-up à l'école du One Man Show de Paris. Et du coup, j'ai commencé à enseigner les ficelles à mes élèves et à voir qu'ensemble, on arrivait à construire des blagues et tout. Et du coup, j'ai écrit mon premier livre, écrire un one-man show et monter sur scène, avec les techniques que j'avais appris à France 4. Et t'as des élèves qui ont fait une petite carrière depuis ? Ouais, j'ai Olivia Moore. Qui j'ai eu d'autres ? J'ai eu, comment elle s'appelle ? Ariane Brodier, qui est maintenant animatrice. Qui j'ai eu franchement, sur 80 élèves que j'ai eu, grosso modo, il y en a 4 qui font ce métier aujourd'hui, mais c'est les stats. C'est pas que j'étais une mauvaise prof, c'est que il faut s'accrocher en fait. C'est comme, dur. Hein, mais ça, c'est les stats normales en fait. Ouais. Je pense, ouais. Même dans le foot, c'est pareil. Sur une classe de 100. Au cours Florent, il va y avoir 2000 élèves, il y en aura peut-être une centaine qui feront une carrière. Et encore ? Ouais, je pense. Et maintenant, j'enseigne plus, je fais des masterclass de temps en temps. Et là, dernièrement, j'en ai fait une l'année dernière et j'ai rencontré Blandine Alice et je l'ai fait venir au Paname. Et là, c'est trop cool ce qu'elle fait. Elle fait la première partie de Marina Rollman et tout. Voilà. Je dis, ce sera ma dernière élève. Là, maintenant, je vais partir là-dessus. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut. C'était comment le Connasse Comedy Club ? Rappelle-nous un peu le contexte. C'était trop cool. En fait, on était 4 copines. Nadia Rose, Bérangère Krief, Anne-Sophie Girard et moi. Et on était tout le temps en Pranzo. On avait des petits boulots, des trucs. Là, on est en 2011, 2012. Et en fait, on s'est dit, tiens, si on faisait un spectacle à 4. Et en fait, ça a été 2 ans. On a fait pendant 2 ans. Avec 2 ans archi complet. Bon, 2 ans du
du pur kiff. Mais à l'époque, il y avait pas encore tout ce qu'on sait maintenant. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai ma prod, des trucs machin. À l'époque, on vraiment se faisait, on savait pas ce que c'était que des droits d'auteur et tout ça. Enfin, vraiment, on jouait partout, quasiment gratuitement et tout. Mais archi complète tout le temps. On s'éclatait et puis voilà. Et puis après, Bérangère, elle a fait bref, donc elle avait moins de temps. Nadia est tombée enceinte et là, on s'est dit bon, on va partir chacune de notre côté. Mais c'était 2 ans de pur kiff. Ouais. C'était comme une formation, quoi. C'est-à-dire que là, t'étais. Bon, on était déjà, on commençait déjà bien. Post-formation, c'est-à-dire que là, tu commençais à peut-être à devenir vraiment, complètement une stand-upeuse un peu, non? Oui, c'est ça. Et puis du coup, en fait, c'est drôle parce que quand tu commences à prendre le chemin de l'humour, c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu passes des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des big boss, après tu passes l'étape d'après, etc. Et en fait, le Connasse Comedy Club, ça m'a ouvert encore d'autres portes. Ça m'a fait jouer au point virgule. Grâce au point virgule, j'ai fait le point virgule fait l'Olympia. Là-dessus, j'ai rencontré Jean-Marc Dumontet qui m'a présenté Nikos, qui m'a pris dans son émission sur Europe 1, Et au final, ce sont des choses qui s'agencent comme ça parce que t'es là au bon moment et que à l'instant T, t'as fait du bon travail et voilà. Parce qu'après, tu vas à la radio. Comment ça se passe pour la radio? En fait, j'étais au point virgule grâce au Connasse Comedy Club. Antoinette Collin, donc la directrice artistique du point virgule, elle m'avait programmé. Et puis, et tous les ans, le point virgule, ils font un truc super. Ils font le point virgule fait l'Olympia, où ils prennent 10 artistes coup de cœur de l'année et ils les font jouer à l'Olympia, à Bobino. Et donc, il y avait 3 dates, je sais plus. Et en fait, donc, je joue à l'Olympia et dans la salle, il y a Jean-Marc Dumontet. Et en fait, il cherchait une fille pour chroniquer dans l'émission de Nico sur Europe 1. D'accord. Et tout de suite, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit est-ce que tu peux venir enregistrer un pilote à Europe 1? Moi, quoi? Et en fait, il m'avait rien dit, je savais même pas que c'était pour Nikos. Et du coup, j'arrive à l'accueil et Christine me dit oui, vous êtes attendu, c'est là-haut, c'est le bureau et tout. Je toque à la porte, là-dessus dans le bureau, il y avait Nikos et Pascal Obispo. Et Jean-Marc qui me dit oui, alors je vous présente Christine. Christine, t'as prévu une petite chronique? Ah oui. Et voilà, et j'ai fait, et c'était trop cool. Et puis, et 2 semaines après, j'entre à Europe 1. C'était en direct ou Non, c'était un pilote, donc c'était pour tester. Voilà. Je veux dire, après les émissions. Non, c'était préenregistré. Ouais. C'était sorti du cadre. Et j'ai fait 2 ans. Et après, Nico s'est arrêté. Et du coup, j'ai été récupérée par le grand direct des médias et par Anne Roumanoff, avec qui je suis restée. Voilà. C'était quand ton premier direct? Tu te souviens, la première fois que tu as fait RTL, une direct? Alors c'est quand j'ai fait 1 an d'infidélité à Europe 1. En 2017, je suis allée sur RTL. Il y a beaucoup d'auditeurs à ce moment-là. 1 million de personnes. Ouais. Et c'était très émouvant parce que j'étais enceinte cette année-là. Donc les auditeurs ont suivi ma grossesse. Ils ont annoncé la naissance de ma fille à la radio. Ah, t'avais fait un storytelling avec la grossesse. Ouais. Je disais, pardon, c'est les hormones. Donc c'était mignon. Et puis après, comme ma fille est née pendant la matinale, j'étais pas là, ils l'ont annoncé en direct à la radio. Ah, c'est bien. Donc ma famille qui écoutait RTL, c'est très émouvant. Ça a été 1 an, mais ça a été une jolie aventure. Et quand c'est comme ça, tu réécoutes tes chroniques quand tu fais de la radio? Je déteste. Tu détestes, t'aimes pas entendre ta voix? Mais pour te dire, donc là, tu vas pas réécouter le podcast quand il sera publié? Non, c'est pas d'entendre ma voix, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux. Et pour te dire, là, avant de commencer ce podcast, j'ai vu que Télématin avait retweeté ma chronique. Et même là, je l'ai enregistré à 7h50. Je pense que je pourrais encore faire mieux maintenant, 3 heures plus tard. Donc en fait, c'est une torture. Et vraiment, je suis obligée de partager, en fait, parce qu'il faut bien jouer le jeu des réseaux sociaux. Mais je fais, là, j'aurais pu dire ça au lieu de ça. Et pourquoi j'ai bafouillé? Et en fait, je reste comme ça toute la journée. Je me mets dans des états pas possibles. Toi aussi, t'es pareil, Joe? Oui, justement, par rapport à tout ça, tu souffres du syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? En fait, tu penses que... Qu'on me le dise, quoi. En fait, tu penses que ça touche souvent les femmes. Tu penses qu'en fait, c'est une erreur si t'es là, c'est un coup de bol, et qu'en fait, bientôt, ils vont s'apercevoir que tu n'es pas du tout qualifié et compétent, et tu vas devoir t'en aller et laisser ta place à Blanche Gardin. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Et justement, donc, tu souffres de ça, tu as beaucoup besoin de reconnaissance et de validation. Comment ça a pu être des problèmes dans ta carrière, et comment t'as réussi à dépasser tout ça aussi? Je le dépasse pas tout le temps. C'est un problème parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, à toujours demander la validation, les gens se disent, si elle demande la validation, c'est qu'elle est pas sûre d'elle. Donc si elle est pas sûre d'elle, c'est qu'elle fait du mauvais travail. Tu vois, donc c'est un peu dangereux. Il y a aussi les gens qui disent, elle est hyper pro. C'est-à-dire moi, par exemple, avant d'aller à Télématin, j'arrive toujours 2 heures avant et je teste mes blagues au coiffeur, au maquilleur, à mes copains chroniqueurs et tout. Et en fait, c'est cool. Là, eux, ils se disent, elle est pro, tu vois, elle veut faire un truc bien. Mais par exemple, quand je sors de plateau, je demande à tout le monde, c'était bien, est-ce que c'était bien? Ça, faut que j'arrête parce que qu'est-ce que ça dit aux gens? Ça veut dire, t'imagines un chirurgien qui t'opère de l'appendicite et tu te réveilles et il te dit, ça va, c'était bien. Tu dis, à mon avis, il a oublié une paire de ciseaux dans mon intestin, là. Il faut arrêter de faire ça. Ou c'est comme un pilote d'avion qui fait, vous aviez bien pris à bord du vol direction New York,
je sais pas sur trop quoi, accrochez-vous. Non, bah en fait, t'as pas envie de faire confiance à ce pilote en fait. Donc c'est pareil, moi je travaille tout le temps. Mais après, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à avoir un parcours et tu dis bon, en même temps là, ça fait 15 ans que je fais de la radio et de la télé, à un moment donné, faut être lucide. Ouais, il y a peut-être un CV là, il y a peut-être un truc. Voilà, mais c'est dur. Ouais. Qu'est-ce qui change la caméra, elle change quoi en fait par rapport à ton jeu? Beaucoup de choses, parce que déjà c'est en direct Télématin. Donc c'est-à-dire que quand je regarde la caméra, je vois un carré noir. Et je sais que derrière le carré noir, il y a presque 1 million de personnes. Et ça, faut pas y penser, quoi. C'est horrible. Parce que souvent, je teste mes chroniques en loge, c'est impec, et puis après, j'arrive en plateau, et donc, c'est horrible. C'est horrible. Faut pas. D'ailleurs, tu as eu une petite mésaventure récemment. Si Joe, tu peux nous en parler. Oui, mais je sais pas si ça te fait plaisir qu'on parle de ça. C'est parce marrant. que oui, c'est vrai, parce que je t'avais écouté dans un podcast et tu disais que tu avais eu un blanc. Mais j'en ai devant tout le temps. prompteur et puis que ça t'avait super embêté après pendant Mais j'en le ai reste tout de le la temps. journée. Parce qu'en fait, si je bafouille ou quoi, mon cerveau, plutôt que de me dire c'est pas grave, on fait la vanne d'après et tout, mon cerveau il fait il y a 800 000 personnes qui sont en train de te regarder rater. Et du coup, mais ça va parce que maintenant Julia et Thomas, les présentateurs, ils savent. Et du coup, j'envoie un œil de détresse et ils arrivent à placer un truc pour relancer la machine. Ça va, on est une équipe. Ouais, parce tu peux écrire les relances, c'est-à-dire que tu peux. Je récupère dans lance, mais ils voient la peur qui est dans mon œil. Et ils disent, Ils savent comment rebondir Oui. pour te permettre. Mais ils commencent à me connaître. Ouais. Est-ce qu'il y a des prompteurs ou pas? Est-ce qu'il y a le texte qui est écrit, où tu peux avoir accès Alors j'avais au cas accès, où? mais c'est un faux ami le prompteur. Moi j'aime pas. Je préfère apprendre ma chronique par cœur, quitte à avoir un blanc de temps en temps. Alex Vizorek, qui sait très bien utiliser le prompteur, je sais pas comment il fait, il est calé et tout ça. Moi je comprends pas ce que je fais. Enfin, j'ai un débit qui va pas avec le débit du prompteur. Je préfère. C'est un truc de comédien, quoi. C'est-à-dire tu oui, apprends par cœur et tu joues. oui, je joue par cœur. Ouais, c'est ça. Je fais des petites. Oui. Au début, je trouvais ça brouillon. Je me dis c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens et tout. Et puis là, je me dis, tu sais quoi, là, c'est ton style. Les gens, ils prennent pas. Là, je suis sortie de plateau tout à l'heure, il y a une dame qui m'a écrit « Je coupe toujours le son quand c'est vous, je ne supporte pas votre voix. » Bah écoute, va te faire foutre. Voilà, ta gueule. Voilà, je coupe le son. Voilà, très bien, c'est pas grave. Non, mais alors, je déteste lancer des fleurs, mais je vais le faire pour la première fois en direct. Non. Attention, c'est parti. Non, mais parce que justement, je trouve que c'est ça ton charme, c'est justement ta voix si douce. Merci. Qu'un soleil, là, t'es arrivé, et puis... ouais, tu élimines la pièce, quoi. Oh, mais merci. Alors, je trouve que c'est Je l'avais tellement payé pas combien juste que tu pour dire reçois des remarques comme ça. C'est dur, j'ai dû porter plainte là contre un gars qui m'envoyait des dizaines et des dizaines de messages de haine par jour. Ouais, c'est très violent, hein, mais en fait, c'est bizarre parce que moi j'ai de la peine pour ce gars-là. Je me dis, mais la vie est tellement courte en fait. Si tu m'aimes pas à ce point-là, pourquoi tu me regardes? Bref. C'est peut-être le problème des réseaux sociaux, c'est que ça crée une proximité des fois avec les gens. Ouais. Ah ouais. Et j'ai regretté d'avoir porté plainte parce qu'il était trop content. Il a fanfaronné et tout. Je suis sûre, il était trop fier. Non, mais tu lui as rendu service, ça lui a donné un peu de sens à sa vie. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. les réseaux sociaux, t'as quel rapport à ça? Parce que t'as vu l'évolution. T'as commencé en 2007, il n'y en avait quasiment pas, il n'y avait que Facebook. Ouais. Maintenant, t'as Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat et compagnie. Comment tu l'utilises C'est un piège. C'est-à-dire que je l'ai vraiment utilisé longtemps pour remplir ma quête de validation. Ce qui est le pire moyen d'utiliser les réseaux sociaux, c'est que quand tu cherches du like pour te donner du sens. Maintenant, déjà, je me fais violence pour partager mon travail. Parce qu'en fait, encore une fois, quand mon travail, là, j'ai pris sur moi pour retweeter le tweet de Télématin, parce que 3 heures après, j'aurais pu faire mieux, en fait. Mais là, pareil, là, je dois encore partager ma chronique de Teva la semaine dernière. J'étais très contente d'écrire cette chronique, j'étais très contente de la tourner, j'étais contente de moi en sortant de plateau. Là, la regarder, faire une capture écran, la reposter, l'enfer, mais faut le faire. Ouais, c'est important, et même pour gagner du public, si tu veux faire un spectacle. C'est ça, bien sûr. T'es très présente sur Twitter, hein, quand même. Là, récemment, t'as dû voir, je me suis remotivée à écrire des vannes sur Twitter. C'est bien Twitter. Tu regardes un petit peu ce qui se passe? Oui, j'aime bien. Surtout, quand j'aborde un sujet d'actu, je vais toujours voir les blagues. Enfin, si mes blagues n'ont pas déjà été faites, parce que j'aime pas qu'on dise que je comprends pas. Ouais. Pour toi, c'est quelque chose qui peut, à terme, en tant qu'humoriste, être intéressant en Twitter, parce que c'est beaucoup de punchlines, c'est beaucoup de vannes des fois. Je sais pas. Oui, c'est bien. Quand t'as une vanne qui est valable que sur l'instant, au moins t'en fais quelque chose. Tu vois, au moins c'est pas perdu. Mais je mettrai pas des vannes de mon spectacle ou des trucs comme ça parce qu'elles appartiennent au spectacle. Enfin, chaque chose a son écrin. Enfin voilà. Pour revenir à ta rigueur, ça vient de Jean-Laurent Cochet. C'est lui qui mettait cette barre assez haute à chaque fois. Oui, déjà. Et puis je pense aussi que ma famille voulait, surtout mon père voulait tellement pas que je fasse ce métier que je pense que j'ai gravé dans le marbre de mon cerveau que je n'avais pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
on met la barre très... Parce qu'en fait, à faire un métier qu'on vous a dit inacceptable, l'excellence, elle est inatteignable. Parce qu'en fait, vous serez jamais... Merci. Ouais, une belle citation sur Instagram. Ou... Je l'ai répété. Je l'avais écrit. Depuis maintenant qu'ils te voient à la télé, ta famille, comment... J'ai coupé les ponts avec mon père. C'était pas possible, c'était plus possible. Et puis, ma mère est très fière. Mais ça, c'est cool. Mon beau-père aussi, qui est décédé, il adorait. Et ça, c'est cool. Ça m'a vachement réconcilié avec la famille. Mais c'est trop tard. Une fois que... Voilà, c'est bête, hein, je disais en rigolant, oui, mon père, il est pas venu voir mon premier spectacle, c'était la Coupe du Monde de football, etc. Mais vraiment, les parents qui nous écoutent, ça peut paraître anodin, mais c'est là que vous construisez la confiance en votre enfant, quoi. Et si, pour la première fois de sa vie, votre enfant fait quelque chose qui a du sens et que vous n'êtes pas là, c'est que vous flinguez son... C'est dur, quoi. C'est dur. Je voudrais qu'on parle un petit peu du livre que tu as écrit, qui est sorti donc en septembre. Édition First. Oui, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Est-ce que tu peux, on l'a lu un petit peu, comment tu peux le décrire? Disons que pendant plusieurs années, j'ai eu un profond mal-être. Je mettais ça sur le compte effectivement du fait que j'avais une famille assez dysfonctionnelle, ou le fait que j'avais été un peu brimée dans mon énergie créatrice. Et puis en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, je m'étais beaucoup complainte en fait. Je m'étais beaucoup identifiée à mon mal-être, c'est-à-dire j'étais devenue mon mal-être. Et du coup, j'étais devenue toxique parce que je faisais toujours en sorte de recréer le mal-être, c'est-à-dire je recrée toujours les mêmes schémas avec les gens, j'allais chercher par exemple je sortais que avec des mecs dévalorisants parce que je me disais ça me rappelle mon père, donc je vais me mettre avec des gens dévalorisants. Pourquoi vous faites des signes bizarres? Vous êtes en train de parler de langage. La posture dans le le micro. C'est la respiration de... Parce qu'à un moment donné, tu lui as fait le nez qui s'allonge. J'ai dit, la toxicité, comment tu l'as... Ok, d'accord. Je suis en train d'être Cyrano de Bergerac. Parce que je suis parano aussi, donc là j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'ils essayent de se dire. En fait, je suis nulle. Là, il me demande de mieux me situer par rapport au micro. C'est ça, parce qu'en fait, j'entendais la... Il y a ma respiration qui l'entend. Mousse qui respirait dans le micro, c'est pour ça. Juste par rapport à... C'est pas contre toi. Ok. Très bien. La toxicité, est-ce que tu peux en dire plus? Alors, souvent, on va dire quelqu'un est toxique, on va se dire il est toxique, il fait exprès, il me veut du mal et tout. Mais il faut savoir que les gens toxiques, la plupart du temps, ils écoutent juste leur cerveau reptilien qui essaie de les protéger. Donc, en fait, ils mentent parce qu'ils veulent se protéger, parce que s'ils mentent pas, ils se disent qu'ils seront pas aimés pour ce qu'ils sont vraiment, ou ils vont avoir peur de confronter les gens de face. Alors, du coup, ils vont dire dans le dos. Mais en fait, moi, je sais que j'étais toxique parce que j'avais peur d'être ce que j'étais vraiment. J'étais persuadée que ce que j'étais vraiment, ça allait pas être validé. Et du coup, je m'inventais un personnage, j'en faisais toujours des caisses. Et puis voilà, encore une fois, je me mettais toujours avec des mecs problématiques. Je suis quand même sortie pendant 3 ans avec un mec qui était poursuivi pour viol et qui avait un casier judiciaire, parce que je rigole, mais c'est du rire jaune. C'est-à-dire que le gars, il me dit, je suis poursuivi pour viol, et moi je lui dis, ok, je t'aime. Voilà. Allez, tout va bien. Mais parce qu'il était très beau et qu'il était tout en train de me dire que j'étais nulle. Et c'est super, c'est exactement ça que je cherche. Donc voilà, mais parce que j'étais toxique et pour moi et pour les autres, et donc j'avais toujours besoin d'être dans un climat de chaos, parce que j'avais connu que le chaos pendant quasiment toute mon existence. Donc voilà. Et quel était le déclic justement pour avancer par rapport à ça? Il y a un terrain qui s'est préparé avec la naissance de ma fille, parce que quand vous mettez au monde un enfant, vous réalisez que vous êtes beaucoup plus forte qu'on a essayé de vous faire croire, en fait. C'est-à-dire, et puis surtout quand vous mettez au monde un enfant, en plus mon compagnon à l'époque avec qui je suis plus, il était père au foyer, donc c'était vraiment moi qui ramenais tout l'argent. Donc tu te dis, attends, j'ai un gosse, c'est moi qui fais vivre la baraque, et mon père il m'a toujours dit que j'étais pas capable. Attends, c'est quoi cette histoire? Enfin, à un moment donné, c'est que c'est faux apparemment, de toute évidence. Apparemment, je peux élever une famille avec mes blagues, en fait. Donc il y a ça, et puis voilà, et puis après j'ai toujours eu des comportements un peu problématiques, mais par habitude, en fait. Par habitude, c'est que en fait quand ça va bien, c'est bizarre. Alors du coup, on va créer du chaos, parce que moi je connais que ça. Donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que il ne tenait qu'à moi de créer de la joie, il ne tenait qu'à moi de créer du bonheur, il ne tenait qu'à moi de tourner la page de mon passé et de couper les ponts avec les gens voilà, qui étaient les acteurs de cette réalité dont je ne voulais plus. Voilà. Et ce que j'ai trouvé justement très intéressant dans ton livre et puis dans ta façon de prendre du recul vis-à-vis de ton vécu, c'est que justement, on arrive à suivre le fait que tu expliques que tu as vécu vraiment un gros chaos, et donc évidemment, tu expliques des comportements actuels ou du passé un peu plus tard liés à cette recherche au final de chaos. Donc tu expliques, mais tu t'en fais pas des excuses. Donc est-ce que tu peux revenir sur cette nuance
Parce que de plus victimiser, c'est une grosse part de la guérison. Donc si je commençais à me trouver des excuses dans le livre, en fait, je continue de me victimiser. À un moment donné, t'es responsable de la réalité qu'on t'a donnée, en fait. Voilà, c'est-à-dire que t'es pas responsable de ce qui s'est passé, mais t'es responsable de ce que tu fais de ce qui s'est passé. Alors effectivement, t'as le choix. C'est dur, hein. Je sais que quelqu'un qui a été victime d'un gros trauma, c'est très dur à entendre. Même pour moi, souvent on m'a dit, mais va de l'avant, mais tourne la page. Et tu dis quoi ? Comment tu peux dire ça alors que j'ai vécu ça et ça et ça et ça ? Est-ce que je peux totalement comprendre ? Mais il arrive un moment, c'est pour toi. Il arrive un moment, je veux plus qu'on m'identifie à ça. Je veux plus être ça, en fait. Je veux aller de l'avant. Je suis plus forte que ça. Voilà. Ouais, puis pour les autres, donc pour ta fille en particulier, c'est plus simple aussi. Complètement. Et j'étais tellement contente. Je me disais, moi, ma fille, je lui apprendrai à pas se victimiser, à être forte et tout. Puis là, je vois, elle casse la gueule à tout le monde à la récré. Je fais, c'est bon, elle a pas besoin de moi. Apparemment, je lui ai trompé. En fait, c'est elle qui me harcelait au collège. C'était mes filles comme elle. Voilà. J'ai recréé mon bourreau. Ouais, je voulais revenir par rapport au livre, en fait. Tu expliques que tu crois que tu as suivi une psychothérapie pendant le process. Sans entrer vraiment dans le détail, la thérapeute avec qui tu as travaillé savait que tu allais écrire un livre, et si elle le savait, ou elle le sait, est-ce que tu peux dire ce qu'elle en a dit, en a pensé, si c'était bien ou pas ? Elle m'a accompagnée sans trop m'accompagner. C'est-à-dire, elle voulait pas. Je la remercie à la fin, c'est le docteur Geneviève Lafaille. J'ai eu beaucoup de psychiatres. J'en ai eu des vraiment très nuls. J'en ai eu un notamment, je ne citerai pas, mais qui m'a dit, écoutez, moi je suis pas votre copine, donc si c'est pour me raconter des trucs comme ça, je suis pas votre copine. Alors que quand t'es psy, tu dois tout accueillir, parce que mine de rien, quand tu racontes une dispute avec une copine à un psy, c'est pas anodin non plus. Enfin, voilà. Et donc j'ai eu ça, et puis j'ai eu donc le docteur Geneviève Lafaille. J'espère que tu l'as mis 1 étoile sur Google Business. Parce que... Ouais, je pense qu'il doit être. Comment tu l'as rencontré comment elle s'appelle Alors Geneviève Lafaille, en fait, le truc c'est que j'ai eu. Le truc c'est que moi j'avais toujours pris des psys qui étaient remboursés. Parce que je me disais, quitte. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, je vais prendre une psychiatre qui est spécialisée dans mon trauma. Donc j'ai pas forcément envie de parler de mon trauma aujourd'hui, mais je vais prendre une psychiatre qui est spécialisée dans mon trauma. Et donc là, j'ai payé plein pot, c'était une spécialiste, voilà. En plus, c'était difficile parce que son bureau était dans un hôpital psychiatrique. Donc en fait, la salle commune, c'était la salle d'attente. Donc c'est-à-dire que j'attendais avec les gens qui allaient très mal. Et je me disais, wow, là, si je rate ma psychothérapie, c'est ça qui m'attend en fait. Là, c'est imprévu. Et du coup, c'était une démarche d'aller dans un hôpital psychiatrique vraiment pour rencontrer cette femme qui était en plus jeune que moi, donc il y avait un côté un peu je raconte ma vie à quelqu'un voilà, quand je passais mon bac, elle était au collège, bonjour. La sorte de l'école. Voilà, mais elle était vraiment fabuleuse, et surtout elle m'a comprise. Elle m'a comprise et elle a su me faire prendre le bon parcours thérapeutique tout de suite. Et quand je lui dis que j'écrivais un bouquin, je voulais pas trop lui parler en détail parce que je voulais pas encore être dans une quête de validation et tout. Je lui dis c'est pas un livre. Voilà, je vais dire que je suis allée vous voir, je vous remercierai à la fin, mais je veux pas non plus dire. Elle m'a dit ça, parce que l'important c'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est l'interprétation et les solutions que j'y ai trouvées en fait. Et si je peux me permettre, pour revenir un peu au stand-up, parce que tu as quand même vu l'évolution, savoir un peu ton regard sur au moment où tu es arrivé en 2007 et maintenant nous sommes en 2022, ça fait 15 ans plus tard. Comment tu vois cette évolution du stand-up, que ce soit de ton point de vue extérieur et d'un point de vue extérieur et de toi en tant qu'artiste? C'est fou, j'ai l'impression vraiment d'avoir assisté au changement d'un monde. Tu vois, tu parlais des réseaux sociaux, moi au collège j'avais pas internet, enfin tu vois, c'est fou. En 2007, sur Facebook, les gens ils avaient peur de mettre des photos d'eux, ils avaient peur que ça soit dangereux, ils avaient peur de s'exposer, ils avaient peur que ce soit dangereux. Et aujourd'hui, t'as vu ? C'est-à-dire que les gens ont peur de ne plus s'exposer. Ils ont peur de ne pas s'exposer. Non, mais c'est fou. Ouais. J'ai assisté... Il y a des gens qui font des stories. Oui, désolé, j'ai pas posté en ce moment parce que machin, enfin, je justifie de pas poster. Mais tu te rends compte, en 15 ans, c'est que dalle. Et c'est marrant parce que là, je me suis remise à regarder Sex and the City depuis le début. Et en fait, là, les questions en 98 qu'elles se posent, c'est est-ce que c'est bien d'utiliser un sextoy ? Aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien de pisser sur son partenaire ? Enfin, vraiment, on en est là, quoi. C'est-à-dire que là, il y a tellement plus de tabous. Enfin, c'est fou. Hier, j'ai eu ma première conversation. Je parlais de quelqu'un qui était non-binaire et j'ai utilisé pour la première fois le pronom Yel. Et ça, je me suis dit, waouh, on est vraiment en train de changer d'époque, en fait. Je suis en train d'utiliser un nouveau pronom, quoi. C'est-à-dire que je pense que ma génération d'humoristes, on a vraiment assisté à un changement historique. Voilà. Comment tu te situes par rapport à ça, l'écriture inclusive, tout ce qui est l'analyse des phénomènes intersectionnels en société? C'est bien le bon terme que j'utilise ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tout ce dont on parle, wokisme, tout ça. Est-ce que tu fais un sketch là-dessus? C'est bon. Je fais un sketch sur la cancel culture. Moi, je suis pour tout ce qui est inclus et en fait, moi, je pars du principe que si une communauté me dit, voilà, quand tu dis ça, je souffre.
bah je le dirai plus en fait, parce que moi je suis pas là pour ça. Et c'est vrai que quand je regarde mes premiers sketchs en 2007, vraiment j'ai honte quoi. Je dis des trucs qui sont homophobes, je dis ouais les amis gays, j'ai envie de me frapper quoi. Je sais comment j'avais pu dire ça, enfin, mais c'était une autre époque. Et aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui disent oui on peut plus rien dire et tout. En fait on peut plus rien dire d'insultant quand tu regardes bien. Moi j'ai pas envie de heurter des gens en fait, ça m'intéresse pas. Donc et en fait je me rends compte que sans heurter des gens on peut dire des choses super en fait, on peut dire vraiment des trucs hyper marrants. Donc voilà. Je crois que c'est la déconstruction, c'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est en ce moment. Oui, mais je pense qu'on va inventer un nouvel humour avec ça. Et qu'en fait, on va aller encore plus loin, et c'est super. Et je pense que dans 20 ans, j'ai bon espoir que ma fille soit humoriste. J'emmène avec moi en tournée. Et moi, je pense que ma fille, elle sera stand-upeuse. Elle dira, ma mère, tiens-toi bien, ma mère, elle faisait des blagues sur les gays, quoi. Oh non, la honte. Eh ouais, c'est une autre époque. J'ai cancel ma mère. Ouais, et elle dira, faut séparer la maman de l'artiste. Je veux dire, tu l'as fait monter sur scène, ta fille. Oui, elle monte beaucoup sur scène. Et là, elle a pris une vanne, c'est Darmanin d'émission. Elle monte avec moi sur scène, juste pour dire ça. Elle a un succès fou. Aujourd'hui, la scène, tu la vois comment en ce moment? Tu te situes comment par rapport à la scène? Dessus, là, présentement. Ouais. Bah maintenant, avant, c'était... Bon, c'est une maison. Avant, c'était un ring de boxe, parce que je menais un combat contre moi-même. Et maintenant, bah, je sais pas, David, tu me vois souvent jouer, Oui. c'est la maison, quoi. Oui, c'est ça. C'est le prolongement de nous-mêmes, au bout d'un moment. Hein. Et justement, peut-être que Mousse voulait savoir, est-ce que tu as peut-être des spectacles En ce moment, ouais. Est-ce que tu as un... Ah, moi, je Au niveau pensais de qu'on était l'écriture. encore sur de la philosophie. Non, enfin, ça peut être les deux. C'est-à-dire, Ça peut être les deux, ouais, mais ouais. ouais. Oui, j'ai un nouveau spectacle. Là, je fais la première à Lille les 29 et 30 avril. Après, j'enchaîne avec Aix. Je joue à la Compagnie du Café Théâtre à Nantes en septembre. J'ai une nouvelle prod là, qui est en train de me booker une tournée. Donc voilà. Il s'appelle comment le spectacle? J'ai pas changé. Et c'est une photo de moi quand j'avais 14 ans avec mes dents de travers et des chatons dans les bras. Et je suis très fière de cette affiche parce que je l'avais faite parce qu'il y avait un concours pour devenir Miss Hockey Podium. Et ma mère, elle voulait me faire plaisir. Elle m'avait offert une séance chez le photographe pour participer à Miss Hockey Podium. Et quand tu me vois sur la photo, je suis vraiment l'antithèse de Miss Hockey Podium, quoi. J'ai mon pull de classe de neige, j'ai des chatons dans les bras, j'ai des dents de travers, j'ai fait une permanente. Enfin, bref, c'est la catastrophe. Et je pense qu'à Miss Hockey Podium, quand ils ont reçu ma photo, ils ont dû avoir tellement pitié de moi. Et maintenant- c'est quoi Miss Hockey Podium? Et voilà, le coup de vieux, c'est cadeau. C'était un magazine Pour les filles. pour les ouais. filles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah. Tu penses que ce genre de magazine aujourd'hui pourrait exister? Bah, pas sous cette forme, pas avec ces contenus éditoriaux. Hein. C'était Parce quoi, que- par exemple Mais moi, vraiment, bah, c'est marrant qu'on en parle, mais moi, j'ai été très grosse cliente des magazines féminins jusqu'à mes 25 ans. Et magazines féminins, c'était Sois belle et tais-toi. Hein. C'était Ouais. vraiment comment plaire aux garçons, comment mettre envers ses seins. Et comment... Aujourd'hui, on verrait plus ça. Hein. C'est fou, ça aussi. Ça a changé, ça, dans les magazines féminins? Ah, bah, quand même, ouais, je regarde un peu du coin là. Moi, j'achète plus du tout ça. Parce Mais... que Jo, elle est abonnée à Biba, par exemple. Parce que N'importe quoi. Elle a pas l'air. Là, je la trouve quand même très, très intelligente pour Biba. Mais... Et tu l'as écrit pendant le confinement, ton spectacle, ou c'était... Comment ça se passe? Non, parce que bonne question. Non, en fait, j'avais mis le spectacle un peu entre parenthèses. Je jouais beaucoup au D'accord. Paname. Je suis dans une troupe qui s'appelle Please Stand Up avec Laura Demange, Nicole Ferroni, Marine Bauss, tout ça. D'accord. Et en fait, non, c'est quand j'ai démissionné d'Europe 1. Parce que vraiment, quand j'ai démissionné d'Europe 1 le 19 juin, et entre le 19 juin et mi-juillet, j'étais au chômage. Donc là, je me suis dit, salut, il faut trouver du on peut en parler de travail. ça Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Parce que ça s'est très très mal passé avec Zemmour. Avec Éric Zemmour, non. Moi, je suis bien enfin, contre cette personne. C'était Mais lié, si, beaucoup. c'était Mais lié à Éric Zemmour, c'est-à-dire... C'était lié, ouais. Voilà. Tu veux en parler? oui, bien sûr. Bah, Ouais. écoute, j'avais ma chronique du week-end avec Pierre de Villeneuve le week-end sur Europe 1. C'était très cool. J'avais avec plein d'autres chroniqueurs. C'était génial. Ouais, j'ai passé mon année à taper sur tout le monde. Macron, Mélenchon, tout le monde. Parce que je suis vraiment apolitique quand il s'agit de taper sur les incohérences. Et puis voilà, ce jour-là, j'ai décidé de taper sur Zemmour. Et puis après ma chronique, en antenne, on m'a dit, écoute, on va couper ça parce que tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il y a un autre journaliste qui a été convoqué. Hein. Je dis, bah non, je coupe pas. En fait, voilà, et puis j'ai oublié, puis après je suis rentrée chez moi, ils m'ont envoyé un SMS pour me dire bah si désolé mais ça pose problème, et j'ai dit oh bah salut, voilà. Et j'ai fait une capture écran, je l'ai posté sur les réseaux sociaux parce qu'on savait que Europe 1 était en train de changer un peu de couleur, d'état d'esprit, mais on n'avait pas de choses pour le prouver, pour l'incarner. Et j'ai dit bon bah voilà, elle est là ma preuve que la maison est en train de basculer dans quelque chose que je ne cautionne pas. Donc j'ai offert ma preuve en me disant bah voilà, maintenant ma carrière est finie, allez salut. Mais la chronique n'a pas été diffusée, en fait, c'est ça, c'est qu'elle a été... Non, elle n'a pas été diffusée. Par contre, c'était bizarre. Maintenant que tu le dis, j'avais oublié, mais j'en avais enregistré 2.
j'avais enregistré celle du samedi, celle du dimanche, et celle qui a été censurée, c'était celle du dimanche. Ce qui fait qu'ils ont quand même diffusé celle du samedi. Et le samedi, il y a eu plein de tweets de gens qui font « Ah bah, Christine, elle est revenue !» Alors que pas du tout, en fait. J'avais enregistré ça 2 jours avant. Enfin, c'était très bizarre. Et tu pourrais la publier, là, cette chronique, maintenant, vu que t'es... Non, Ça sert à parce rien. que déjà, c'était pas ma meilleure. Déjà, elle défendait rien. Non, par contre, j'ai un sketch dans mon nouveau spectacle sur cet événement. Où je dis... où je raconte que j'ai reçu des vagues de soutien immenses. Enfin, je veux dire, vraiment, j'oublierai jamais. Notamment Nicolas Canteloup, qui en direct a dit que c'était pas cool de me censurer devant le mec qui m'a censuré. J'ai trouvé ça vraiment chevaleresque. Et voilà. Et puis à côté de ça, il y a des gens avec qui je travaillais, qui ont dit à l'antenne que j'avais fait ça exprès pour faire du buzz. Et voilà, c'était vraiment pas gentil en fait. Des gens avec qui je déjeunais, des gens pour qui j'avais de l'affection. Et qui m'ont voilà et une de ces personnes a récupéré ma chronique du week-end, donc ça c'est pas très joli quoi. Est-ce que tu as parlé de politique dans ton spectacle? Est-ce que tu fais rentrer là-dedans? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai le mix politique où je fais toutes mes vannes politiques du moment. D'accord. Ouais, En donc ça mode va. stand-up, c'est-à-dire. Ouais. Donc, t'as une tournée qui est prévue, ce spectacle. Ouais, qui commence tout doucement en 2022. Là, pour l'instant, j'ai une dizaine de dates. Et puis vraiment, là, 2023, ça va être la grosse tournée. Donc, j'ai pas changé. Ouais, j'ai Rien à pas voir avec changé. Rollo Iglesias. Non. Ah, attends, je pourrais peut-être l'utiliser, toi non C'est plus. je n'ai pas tu changé. n'as pas changé. Changé. Ah, je pourrais Et peut-être. tu vas continuer les scènes ouvertes? Enfin, je veux dire, les plateaux à Paris, Bah oui, bah pas plus tard que ce soir, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Bah, super. Joe, Écoute, J'aimerais merci. te poser une Ouais. dernière Ouais. question, si c'est possible, je Vas-y. sais pas. Bien Une sûr. Dernière question. Oui, Comme tu as eu très tôt cette flamme en toi, cette flamme artistique que, ben voilà, certaines personnes t'ont dit de taire, mais toi, tu as toujours voulu y croire. Et du coup, je trouve intéressant, est-ce que tu pourrais dire quelque chose pour les personnes qui aimeraient se lancer et puis qui oseraient peut-être pas, mais qui ressentent déjà un peu cette flamme en eux? Bah, moi, je pars du principe qu'il faut toujours écouter son instinct. Je vais revenir à l'arbre fruitier. Vous seul, vous savez quel fruit vous êtes. Enfin, vous seul, vous savez si vous êtes un pommier, un citronnier et tout. Et il y aura toujours un autre arbre autour de vous pour dire non, fais pas comme ça, fais pas des pommes, fais comme moi, fais des ananas. Mais en fait, vous savez vraiment au fond de vous pourquoi vous êtes fait. Et il y a un truc que j'entends de temps en temps en fait, vous êtes la moyenne des gens que vous fréquentez. Donc, toujours s'entourer des gens qui vous valorisent, toujours s'entourer des gens qui vous comprennent, qui vous portent. Parce que si vous commencez à vous entourer de gens qui vous jugent, qui disent non, ne fais pas ça et tout, faut savoir que les gens n'aiment pas quand vous êtes différent d'eux, ils aiment pas quand vous prenez des risques qu'eux n'osent pas prendre. Voilà, donc entourez-vous de gens valorisants, énergisants et écoutez-vous. Voilà, vous seul, vous savez. Ça marche. Merci Merci. beaucoup pour ce message. Merci à vous. Alors, juste pour rappeler les actus, alors merci déjà d'avoir été avec nous aujourd'hui, Christine, Mais ça fut un pour immense ce podcast. Donc, il y a le livre Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi aux éditions First. Vous pouvez retrouver dans les librairies. La chronique sur Télématin tous les matins, donc sur France 2. Tout à fait. Le spectacle j'ai pas changé. Vous Oui. allez retrouver dans toute la Ouais. France. Et aussi chronique dans les. Les piquantes. Les piquantes, Sur ouais, Teva. c'est ça. Voilà. Bah, merci d'avoir été Merci avec à nous. vous. Merci, C'était Christine. fabuleux. Merci du fond Merci. du cœur. Merci Au aux revoir. auditeurs et auditrices. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Le Pitch Club.